Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'effectivement, nous avons quelques soucis techniques apparemment aujourd'hui. Notre animateur va tenter de pouvoir rétablir ça au plus vite. Alors, je ne vois pas le chat. Je voudrais m'assurer que vous soyez bien tous là. Donc, je fais juste une à deux toutes petites vérifications. Voilà, apparemment, vous nous entendez. C'est parfait. Voilà, je vois sur le chat. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Excusez-nous pour ces soucis techniques. Je veux bien éventuellement, simplement, chers internautes, que vous nous notiez. Voilà, bonjour, parfait. Donc, je suis sûre que vous êtes avec nous et que tout est bien parti. On t'entend très bien, Virginie. On t'entend très bien. Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous en ce lieu commun Inermetrix, vous qui êtes en direct de diverses régions de France et de plusieurs pays d'Afrique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et au nom d'Inermetrix France-Afrique, je suis heureuse de vous accueillir pour ce deuxième webinaire destiné à vous accompagner dans le développement de vos collaborateurs, clients internes ou externes. Alors, le 30 avril, vous étiez nombreux à découvrir et bénéficier de certaines solutions de l'univers Inermetrix. Notre souhait était avant tout de vous aider à soutenir vos équipes dans cette période de télétravail imposée par le confinement. Ce fut un pari réussi. Les participants ont tous été convaincus et pour preuve, ils ont été une majorité à avoir confirmé leur intérêt et à s'être rapprochés des référents locaux pour en savoir plus et surtout bénéficier des solutions que nous avions le plaisir de vous offrir. Alors, j'ai peut-être éveillé la curiosité de nos internautes aujourd'hui qui participent pour la première fois. Sachez bien sûr que vous pouvez retrouver ce premier webinaire en replay. Nous allons vous transmettre le lien. Alors, il devrait apparaître sur le chat. Et sinon, pour tout ce que l'on vous citera durant le webinaire, ne vous inquiétez pas, nous serons en mesure de pouvoir vous transmettre les liens vidéo nécessaires. Alors, au vu des sollicitations, justement, et dans la suite logique de ce premier webinaire, il nous a paru évident de vous présenter aujourd'hui le profiling Inermetrix et vous démontrer l'efficacité avérée de son débriefing. Notre objectif, durant ces prochaines 90 minutes, est de vous exposer en quoi le profiling Inermetrix, sous ses deux aspects indissociables, humain et digital, peut impacter considérablement la motivation de vos collaborateurs et donc, par votre conséquence, la performance de votre entreprise. Alors que vous soyez dirigeant ou manager de grands groupes ou d'entreprises, quelle que soit sa taille, que vous soyez dirigeant d'un cabinet de consulting ou indépendant, et surtout que vous ayez eu ou non eu le temps de compléter votre questionnaire Inermetrix, pas de souci, nous savons qu'un peu plus d'un tiers l'a complété. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, Philippe Gombaud va vous apporter les clés d'interprétation essentielles à la compréhension de ce rapport que peut-être vous aurez ultérieurement pour les autres. Alors, je vais tenter d'avoir Philippe et Mahmoud avec nous, de pouvoir faire en sorte qu'ils nous rejoignent. Alors, vous m'excusez quelques instants, je change d'animateur. Voilà, Philippe. Oui, moi je vous entends très bien. Il faut simplement que ma vidéo soit libérée, voilà, pour que je puisse être à l'écran. Alors, je vois qu'on nous voit, nous. Est-ce que tu peux enclencher ta caméra? Je n'ai plus la main dessus. Voilà, ça y est, c'est très Voilà, bien. Philippe, c'est parfait. Et si Bonjour nous pouvions Virginie. avoir Mahmoud Bonjour à avec tous. nous, Bonjour à tous. Bonjour parfait. à tous. Moi, je n'y arrive pas par contre. Même quand j'essaie d'enclencher, on me dit que l'animateur me l'interdit. Donc, navré à tous pour ces contretemps techniques. Mais bon, on va essayer de faire au mieux sans l'image, en tout cas, de mon côté. Bon, on va tenter de trouver des solutions techniques. Vraiment, encore toutes nos excuses. Alors, Philippe Gombaud, tu es expert depuis 25 ans en dynamique des comportements et motivations, cartographe de l'aléa en matière de ressources humaines, certificateur d'experts et promoteur Inermetrix sur la zone France et Afrique francophone. Et surtout, eh bien, tu diagnostiques et accompagnes les dirigeants dans leurs problématiques RH afin de leur permettre de mesurer et révéler les talents professionnels et personnels de leurs collaborateurs pour une meilleure optimisation opérationnelle et fonctionnelle.
Donc, Exact. bonjour Philippe. Bonjour Virginie, et je le répète encore, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et on est très heureux d'être avec vous ce soir encore. Alors, Et pour certains, cet après-midi. Oui, alors on a effectivement des décalages, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous avons différents pays qui sont également présents avec nous et on les remercie encore de leur présence. Alors nous avons avec nous Mahmoud Cherkaoui, alors nous aurions aimé l'avoir à l'écran, mais en tout cas Mahmoud, je crois que nous t'entendons et tu nous entends? Affirmatif, donc désolé de ne pas apparaître, c'est pas voulu. Alors Mahmoud, tu es consultant certifié Inermetrix, responsable du développement Grand Maghreb et expert métier en développement RH. Alors malgré tout, même si nous ne t'avons pas à l'écran, en tout cas, tu vas avec moi à nouveau former un duo et j'en ai vraiment un immense plaisir puisque durant les questions, nous allons avoir 3 temps d'échange et enfin de réponse aux questions, on va dire. Et donc avec moi, nous allons pouvoir tous les deux relayer les commentaires, rebondir sur vos observations et puis répondre surtout à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas hein, au fur et à mesure des présentations à vous manifester sur le chat. Nous allons prendre les notes. Mahmoud, confirme-moi quand même que tu vois bien le chat. Oui, effectivement. Par contre, effectivement, n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure, je les synthétiserai. Parfait, merci beaucoup. Philippe, on va bientôt rentrer dans le vif de notre webinaire. Tu as choisi de décomposer pour plus de simplicité en partageant avec nous collectivement les 3 principaux graphes Inermetrix du rapport de ce profil. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure en préambule, surtout ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu le temps de pouvoir accéder au lien et surtout vous n'avez pas rempli le questionnaire et pas encore votre rapport, il n'y aura aucune difficulté, bien évidemment, pour vous pour pouvoir suivre toute la présentation. Ce lien, c'est un lien que vous avez qui était dans votre confirmation d'inscription. Je le redis pour ceux qui auraient besoin de le retrouver. Et c'est un lien surtout qui va rester actif jusqu'au 30 mai, ce qui vous laisse encore bien sûr quelques jours pour pouvoir bénéficier des 10 profils qui vous sont offerts par entreprise. Hein. Voilà, vous pouvez à partir de 1 jusqu'à 10 bénéficier bien sûr de ce profil-là. Alors, durant cette séance, surtout, vous allez obtenir des clés de lecture et de compréhension qui vous permettront de vérifier vous-même l'impact de ce profil Inermetrix. Ce profiling permet notamment d'apprendre à mieux se connaître, et préalablement, bien sûr, pour mieux connaître les autres, d'augmenter sa capacité à se mettre en synergie et d'agir ensemble en prenant en compte et les humains et les situations. Alors, Philippe, j'aimerais que tu me confirmes, je pense qu'il est nécessaire toutefois de préciser, toi qui déclines cet outil au quotidien, il permet bien sûr d'aller beaucoup plus loin en profondeur et notamment de répondre aux besoins de l'entreprise, aussi bien en termes d'objectifs que de stratégie, et à la fois sur le plan organisationnel et fonctionnel. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et si tu veux, le profiling a pour objectif d'établir une cartographie. Cartographie de qui? Des équipes dirigeantes, des ingénieurs, des commerciaux, de l'équipe RH, des collaborateurs, et puis même dans les établissements pédagogiques, des étudiants. Voilà, ça couvre le profiling, permet d'établir une cartographie des forces, faiblesses, limites, préférences de chacun. À partir de là, les applications sont très, très nombreuses, puisqu'on va pouvoir appliquer ça au management authentique. On va pouvoir l'appliquer, bien entendu, à la vente. On va pouvoir l'appliquer aussi à la cohésion d'équipe. Et puis, on va pouvoir travailler sur l'amélioration du climat social. Et bon, j'en passe parce que nous allons avoir besoin d'avancer pour comprendre jusqu'où ça peut avoir un impact, mais c'est énorme. Merci beaucoup, Philippe. Et alors, si vous, bien sûr, qui nous écoutez, avez des attentes et des souhaits d'application plus larges, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert Inermetrix en région. Nous vous communiquerons là encore en fin de séance tous les contacts pour pouvoir identifier votre interlocuteur. Alors, je vous remercie à tous de votre écoute. À nouveau, je nous excuse un petit peu pour ces problèmes techniques. Et puis, nous allons démarrer très, très rapidement, Philippe. Alors, avant, est-ce que tu m'autorises? J'aimerais quitter quelques instants ma casquette d'animatrice pour pouvoir faire un témoignage. Donc, je suis autorisée, Philippe? Tu es pleinement autorisé et tu as carte blanche pour t'exprimer selon ton cœur.
Merci. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Simplement, je voudrais partager avec vous. Donc, à l'issue du premier webinaire, très généreusement, Philippe m'a offert ce profil que j'ai complété, bien évidemment. Et puis, surtout, il a pris un temps précieux pour pouvoir débriefer avec moi. Et je tenais véritablement, déjà d'une part, à le remercier. Et puis, surtout, je ne vous cache pas que j'ai été littéralement bluffée. J'ai fait quelquefois des tests, on appelle ça d'ordinaire des tests. Là, on va beaucoup plus loin sur un profil. Et surtout, ça a permis d'aller beaucoup plus en profondeur avec un degré d'analyse. Vous verrez un rapport qui va jusqu'à 76 pages, donc qui est vraiment très, très complet. Et puis, qui a permis d'avoir une approche que je n'avais encore jamais vue, qui est celle d'une comparaison entre notre style naturel et notre style adapté. Une évaluation des valeurs et une évaluation mentale dans mon style de prise de décision. Et autant vous dire que je suis à une période où j'ai de nouveaux projets. Voilà, ces conseils finalement et toutes ces informations étaient précieuses. Et je ne prendrai pas plus de temps, Philippe. Voilà, je tenais quand même, j'avais à cœur de faire ce témoignage. Merci de l'avoir fait, c'est bien. Alors, nous allons justement rentrer dans le cœur du sujet maintenant avec cette première partie. Philippe, je vais te laisser seul pendant ces 20 premières minutes pour cette partie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous en aurons 3 durant la séance. Celle-ci est dédiée à la déclaration de préférence comportementale que l'on nomme le DISC Index, d'Inermetrix. Alors, ce sont des titres très précis puisqu'effectivement, ils ont fait l'objet d'un brevet. Et donc, dans cette partie, eh bien, nous allons répondre à la question: comment préférez-vous utiliser vos talents en fonction de votre style comportemental naturel? Alors, je rappelle simplement donc à nos internautes de ne pas hésiter sur le chat à se manifester et à nous poser des questions. Alors, j'ai juste une petite inquiétude, c'est que, voilà, si c'est bon, le chat apparaît parce que j'avais peur de ne pas le voir. Je pense que, Mahmoud, tu peux me confirmer également que tu vois bien le chat? Non, moi de mon côté, tout est bon, de ce côté-là, du moins. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Philippe, nous te laissons la main et nous sommes très attentifs avec Mahmoud à noter toutes les questions puisque nous reviendrons pendant une dizaine de minutes à l'issue de cette première présentation avec toi. Donc, à tout de suite. Très bien, merci beaucoup Virginie pour cette introduction qui était nécessaire pour comprendre tout ce qu'on peut faire ensemble. Alors je rentre dans le vif du sujet et je rentre par ce croquis-là déjà en expliquant que l'Advanced Insights d'Inermetrix réunit un petit peu les 4 éléments de cette image. Le conducteur, évidemment, le seul référent, c'est le collaborateur, c'est le dirigeant, c'est la personne qui a passé son profil. Donc c'est vous, vous êtes le seul référent. Et vous conduisez votre automobile comme vous le souhaitez. Et vous allez là où vous avez envie d'aller. Les circuits électroniques, on va voir à quoi ça correspond, mais en tous les cas, ce n'est pas visible. De même que le moteur, il faut que vous me donniez l'autorisation de soulever le capot pour voir votre moteur. Et la carrosserie, évidemment, tout le monde peut la voir. C'est facile, j'arrive le lundi matin en entreprise, enfin, quand je ne suis pas en télétravail, et puis on se croise et on s'aime plus ou moins physiquement, on se convient plus ou moins dans nos façons de parler, de nous comporter, etc. Alors, ça correspond finalement, chez Inermetrix, à cela. Je suis toujours le seul référent, vous êtes toujours le seul référent, et puis il y a les circuits électroniques qui sont remplacés par mes compétences transversales, c'est-à-dire mes aptitudes mentales, mon schéma de pensée préféré pour prendre des décisions managériales, s'il en faut. Et puis, mon système de valeurs, c'est ce qu'il y avait sous le capot, c'est ce qui fait avancer le véhicule finalement, parce que je peux avoir une carrosserie qui convient très bien, et on a compris que la carrosserie, ce sont les comportements, mais si le véhicule n'avance pas, s'il n'est pas motivé pour avancer, ça ne servira à rien. Et bien sûr, tout ça avec une mission, ou un poste, ou un cursus, enfin, en tous les cas, quelque chose à accomplir pour lequel je vais devoir faire preuve avec mon volant d'une certaine flexibilité, d'une certaine dextérité, accélérer aussi, ou freiner, tourner à droite, tourner à gauche, enfin, voilà, je suis maître de ma vie, mais comment je préfère conduire ma vie? C'est à cela que l'on va répondre, et le comportement, la carrosserie, la visibilité de la carrosserie, c'est énorme. C'est énorme. N'oubliez pas que les entreprises recrutent pour des compétences et généralement licencient beaucoup pour des comportements. Alors, rentrons dans le DISC Index d'Inermetrix et l'Advanced Insights va croiser ce qu'il y avait dans le moteur, les motivations, avec la carrosserie, donc nos comportements préférés, avec nos aptitudes, bien sûr, mentales, voilà. Et puis, comme je conduis mon véhicule,
je tournerai à droite ou à gauche avec plus ou moins de flexibilité. En tous les cas, au milieu de tout ça, il y a la molécule de talent de chaque collaborateur. Et si je cerne cette molécule de talent et que je lui donne un environnement favorable, alors j'active les leviers de motivation chez mes collaborateurs. Voici la première partie. Le comportemental, vous êtes nombreux, très nombreux à avoir fait votre profil, merci beaucoup, on est très heureux de vous l'offrir et de l'offrir à vos collaborateurs dans le suivi de ce webinaire. Voici un graphe comportemental. Alors, pour faire un débriefing collectif, je suis obligé d'en prendre un au hasard et puis d'essayer de vous expliquer au mieux, de vous servir de guide dans ce musée, dans ce langage des couleurs. Donc, je commencerai par vous donner quelques caractéristiques de différenciation entre ce qui est en couleur et ce qui est en gris. Ce qui est en couleur représente le nectar de votre collaborateur. C'est votre propre nectar à vous, si vous avez votre profil dans les mains au moment où je vous parle. C'est ce nectar-là qui ressort en situation de crise et c'est ce nectar-là qui ferait que j'aurais envie de vous recruter pour travailler avec moi. En tous les cas, c'est avec ce nectar que je vais faire l'adéquation entre les attendus du poste et les attendus comportementaux et bien sûr votre profil Inermetrix. Les couleurs, je vais vous expliquer l'univers de chaque couleur et ses focus. Les zones grises, les colonnes grises correspondent au style adapté. Qu'est-ce à dire? C'est la photographie de la façon dont vous avez déclaré avoir préféré vous adapter, consciemment, certes, pour atteindre des objectifs peut-être, voilà, ou pour remplir certains critères, mais seulement sur ces derniers mois ou ces dernières semaines. C'est une photographie variable. Autrement dit, c'est au moment des entretiens d'évaluation annuels que l'on peut revérifier l'adapté, et au moment du recrutement, l'adapté ne me sert à rien parce que c'est un adapté qui correspond à un environnement passé. D'accord? Voilà. Alors, pour ce qui est des univers, je vais partir, si vous le voulez bien, de la gauche vers la droite. Je vais vous donner l'univers de la couleur rouge. L'univers de la couleur rouge, c'est l'univers des difficultés assumées. Le focus des gens qui ont beaucoup de rouge, alors je vais vous placer ici, voilà, des lignes qui nous permettront de comprendre les comportements entre les lignes et au-dessus des lignes. En réalité, les gens qui ont au-dessus de 70% de rouge sont des gens qui sont résolument axés action, efficacité, résultat. Action, efficacité, résultat. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont les atteindre mieux que quelqu'un d'autre, mais ils sont axés résolument résultat. Action, efficacité, résultat. Donc, ce sont des compétiteurs, évidemment, qui ont un rythme de travail très soutenu et qui préfèrent avancer très rapidement vers l'objectif plutôt que de perdre du temps. À l'inverse, vous l'avez compris, si je suis en dessous de 50%, en dessous de 50% et pas encore à 15 ou 10%, eh bien, je préfère m'asseoir et calculer la dépense pour atteindre un objectif. Donc, c'est une question de préférence, ce n'est pas une question de compétence comportementale, c'est une question de préférence. Qu'est-ce que je préfère faire? M'asseoir, calculer la dépense, investiguer, je suis en dessous de 50. À partir de 50, je prends plus de risques pour atteindre des résultats et de 70 à 100, je peux me révéler même belligérant. À 100%, je suis un belligérant pour atteindre des résultats. À 10% ou en dessous de 10%, eh bien, j'ai un rapport à l'autorité très soumis. C'est ma préférence. Ce n'est pas que je suis soumis parce que je subis. C'est ma préférence d'être soumis à l'autorité et de, effectivement, toujours tout calculer avant de prendre une initiative trop rapide pour atteindre un résultat. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Je réponds tout de suite, il n'y a pas de bon profil, il n'y a pas de mauvais profil. Il n'y a pas de bon manager, il n'y a pas de mauvais manager pour ce qui est du DISC Index. Le DISC Index révèle simplement qu'un bon manager, c'est celui qui saura orchestrer les préférences de ses collaborateurs en fonction de la demande de chaque situation et des attendus d'une situation. On voit dans cet exemple qu'au niveau de l'adapté, eh bien, il n'y a pas trop de différence. Donc, je reviendrai sur l'adapté quand nous allons parler maintenant du jaune. L'univers du jaune, ce n'est plus l'univers des difficultés assumées, de l'action, de l'efficacité et du résultat. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en atteignent pas, mais ce n'est pas leur préférence, ce n'est pas leur priorité comportementale. Au niveau du comportement, ceux qui ont plus de 70 de jaune sont des gens qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'univers du plaisir partagé.
Voilà. Communiquer, interagir, ce sont leurs focus. Voilà. Ils ont tout le temps envie de pouvoir créer de la relation. Et plus ils montent haut, plus ils sont connectés pour créer de la relation. Par contre, si je suis à 50%, par exemple, de jeunes, eh bien, je suis toujours dans le domaine de la relation et du plaisir partagé. Mais le qualificatif qui va s'adresser à moi est un qualificatif plus modéré, puisque dans ce domaine-là, je vais me montrer plutôt sociable, sans exubérance et sans non plus avoir le désir de se retirer d'une relation. Plus je descends dans le jaune, et plus j'ai le désir de faire attention à la relation, d'être plus factuel, d'être plus réfléchi, d'être peut-être parfois même plus isolé par rapport à la relation interpersonnelle. Par exemple, à 30% de jeunes, eh bien, je me déclare ayant une préférence à être sceptique dans la relation interpersonnelle. Je ne suis pas bisou-bisou, même si en ce moment, il n'y a plus personne qui est bisou-bisou, mais je ne suis pas bisou-bisou, je ne suis pas très spontané dans le tactile, dans la façon de prendre les gens par la main ou dans les bras. Et au contraire, ma préférence dans ce cas-là, c'est d'être factuel, réservé, réfléchi dans la relation interpersonnelle. Évidemment, vous voyez ici qu'il y a un écart plus important entre le 81% de naturel et le 53% d'adapté. Là, je vous interpelle un petit peu. Si vos collaborateurs ont un écart important, récurrent et durable, alors sachez qu'ils consomment de l'énergie. Voilà. À chaque fois que l'adapté dépasse 20% de différence avec le naturel, c'est une batterie qui se décharge. C'est une batterie qui se décharge. Et il faut effectivement se poser à ce moment-là la question, est-ce que mon collaborateur est en stratégie de réussite pour cette adaptation-là, ou est-ce qu'il est en stratégie de survie? Et s'il est en stratégie de survie, il est temps effectivement d'avoir un entretien avec lui pour essayer de voir ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait faire avec lui en termes de plan d'action pour le remotiver et le remettre en selle avec une énergie plus normale, plus proche de celle qu'il aime. Je change avec le vert. L'univers du vert, c'est l'univers de l'harmonie stabilisée. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que les gens qui ont du vert haut, au-dessus de 70% et jusqu'à 100%, sont des gens extrêmement patients, qui ont pour but inconscient, comportementalement parlant toujours, de fabriquer de l'harmonie. Ils sont loyaux, ils sont concrets et ils fabriquent une sorte de paix collective en permanence. Ils vont défendre l'équipe, ils sont très protecteurs de l'équipe. C'est un peu la mère poule avec ses poussins. Plus mon vert descend, je suis toujours dans le domaine de la relation à la collectivité et à l'équipe, mais plus mon vert descend, plus je tire l'équipe vers moi. Un manager qui aurait le vert que nous avons sous les yeux, à 39%, est un manager qui va avoir tendance à tirer l'équipe vers lui et à être exigeant en termes de feedback avec un rythme soutenu. Par contre, plus le vert monte, moins je suis exigeant avec l'équipe et plus je cherche la validation du plus grand nombre. Là, on voit que l'adapté, ces derniers mois ou ces dernières semaines, est monté. Donc, la personne en question, ce collaborateur-là, a ressenti, à tort ou à raison, je ne peux pas le savoir, mais lui-même pourrait se poser la question, il a ressenti le besoin de se montrer beaucoup plus stable dans son rapport avec l'équipe. C'est le qualificatif qu'on mettra dans une zone de 50%. Enfin, on arrive à l'univers bleu des règles respectées. Alors cet univers-là est fait de perfectionnisme. Plus je monte vers 100%, plus j'aime et je recherche la perfection au niveau comportemental. C'est vrai, je peux me montrer un peu tatillon, mais en tous les cas, c'est monsieur ou madame qualité qui a vraiment besoin d'aller dans les détails et de tout vérifier. Voilà. Il a besoin d'une très haute prévisibilité. Les bleus très très hauts ont tendance à prévoir la conséquence de la conséquence de la conséquence. Certains se reconnaîtront peut-être, et souvent, même en mode de communication, il leur arrive de parler de la dernière des conséquences sans avoir expliqué l'itinéraire qui est mental qu'ils avaient pris pour en arriver à cette conclusion. Plus mon bleu descend, ce n'est pas que je ne veux pas respecter les règles. Si mon bleu est par exemple entre 50% et 65%,
Eh bien, je suis à la fois dans la loi et à la fois dans l'esprit de la loi. Voilà. C'est ce qu'on appelle la maturité. Mais attention, quand je vous donne un qualificatif, retenons bien, tout à l'heure, je parlais de sociable pour le jeune à 50%, je peux parler à 40% de ce rouge de quelqu'un qui se montrerait investigateur et calculateur pour ce qui est des caractéristiques à réunir pour atteindre un résultat. Je peux parler pour le vert de quelqu'un qui va se montrer agile et voire des fois agité pour tirer l'équipe vers lui. Tous ces qualificatifs n'engendrent pas de jugement parce qu'ils sont à appliquer dans le domaine de la couleur. Le bleu, lui, a le qualificatif de mature lorsqu'il est aux alentours de 50%. Donc, il gère à la fois, il aime gérer comportementalement l'esprit de la loi et la loi. À la fois, il va gérer les deux. Plus mon bleu descend, et plus je peux me montrer radical, voire parfois rebelle par rapport à certaines règles. Voilà pour ce qui est d'une lecture synthétique de ce graphe. Qu'en retenir? Eh bien, en synthèse, il faut se souvenir déjà que nous n'avons pas qu'une couleur, même si elle est dominante. Par exemple, dans ce graphe-là, il y a deux couleurs qui sembleraient opposées, le plaisir partagé et les règles respectées. Mais chacun va agir avec ses préférences comportementales dans son domaine. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la collaboration, au niveau des collaborateurs? Ça donnera quelqu'un, parce qu'il a 77% de bleu et 81% de jaune, ça donnera quelqu'un qui est à la fois capable de figer son visage quand on lui parle de règles ou de process qui ne sont pas respectés, et à la fois quelqu'un qui est capable de créer de la relation quand on lui parle de certaines personnes avec qui le courant passe bien et qui peut augmenter dans ce cas-là énormément la relation, dédramatiser des situations et se montrer beaucoup moins règles respectées. Chaque qualificatif et chaque pourcentage va s'appliquer dans le domaine de la couleur, ce qui fait la richesse de l'être humain. C'est vraiment ça, sa richesse. Et on pourrait imaginer, pour approcher la conclusion sur ce graphe, on pourrait imaginer que à la naissance, nous ayons les 4 réservoirs remplis à 100%, et la sélection de préférences que nous allons faire tout au long de notre vie jusqu'à ce que notre système de valeurs soit élaboré et qu'on ait adopté des préférences comportementales plus ou moins définitives, même si ça peut varier, mais c'est surtout l'adapté qui varie, moins le naturel. Eh bien, on peut imaginer que ces réservoirs qui étaient remplis à 100%, on a décidé de les vider petit à petit en fonction de nos préférences naturelles. C'est à partir de nos préférences naturelles qu'on trouve la molécule de talent comportemental. Merci Philippe. Désolé Mahmoud de ne pas toujours te voir. Oui, effectivement. Philippe, je ne peux pas redémarrer ma caméra non plus apparemment. C'est bizarre. Alors. Voilà, c'est l'animateur qui l'a arrêté. Peut-être renomme-moi si tu veux animateur. Oui, oui, c'est ça. Mais normalement, tout ça avait été basculé du côté de la régie. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça revient vers moi. Bon, je ne suis pas expert, c'est sûr, dans ce domaine. Voilà, veuillez nous excuser effectivement pour ces petits aléas techniques. En fait, la régie se balade, curieusement. Elle passe d'une main à l'autre en fonction. Donc, Est-ce que tu as maintenant l'accès en tant qu'animatrice? Voilà, alors écoute, voilà. La caméra est de retour en tout cas. Tu es avec nous. Je crois que Mahmoud, tu es présent également en audio, toujours? Effectivement, je suis toujours là. Parfait. Alors, sur cette première partie, je crois savoir, Philippe, que tu as terminé la présentation du premier graphe. Oui, c'est cela. Alors, déjà, sache que dans le chat, voilà, puisque tu n'as pas moyen de visualiser, tu es concentré pendant cette première partie,
tu as reçu voilà, des remerciements. Hein, on remercie vivement le fait que Inermetrix ait pu offrir ces profils et que donc certaines personnes aient pu en bénéficier. Mahmoud également, alors il y avait quelques précisions qui étaient demandées. Alors il a répondu, Mahmoud, au fur et à mesure un petit peu, puisque sur la question des couleurs style nature, est-ce que c'était bien les couleurs et le style adapté en gris, hein, donc il a bien confirmé également. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on a eu les confirmations. Mahmoud, as-tu noté d'autres questions également? Effectivement, il y en a quelques-unes. Effectivement, je m'étais permis de répondre directement parce que pour permettre à la personne qui avait posé la question de suivre au cas où cela l'a perturbé. Mais effectivement, j'avais noté quelques questions que je te soumets, Philippe, à savoir, par exemple, il y en a quelques-unes auxquelles tu avais déjà répondu, mais je te les repose quand même, comme quoi, par exemple, quel est le profil comportemental d'un bon manager? Est-ce qu'il y a une combinaison qui correspond à un bon profil ou pas? Mais ça, effectivement, étant donné que tu y avais déjà répondu, tu pourras toujours le refaire. Aussi, on avait une question, est-ce que le style naturel peut changer au fil du temps? Je te laisse déjà peut-être répondre à ces trois premières questions avant de te soumettre la dernière qui a l'air assez costaud. D'accord. Merci, Mahmoud. Oui, effectivement, pour ce qui est du profil, j'avais déjà répondu, mais c'est intéressant d'en reparler. Il n'y a pas de bon profil ou de mauvais profil. Je suis comme je suis, vos collaborateurs sont comme ils sont, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs limites. Donc, vos managers sont comme ils sont, avec leurs forces, leurs faiblesses et leurs limites. Je connais d'excellents managers qui n'ont que du vert haut. Je connais d'excellents managers qui n'ont que du rouge haut, du jaune haut ou du bleu haut, ou qui ont des couleurs basses. Voilà, c'est parce qu'en fait, la flexibilité dont nous parlions tout à l'heure, c'est la seule chose qui puisse faire de quelqu'un un bon manager, la flexibilité. Mais pour en avoir, il faut déjà connaître ses forces, ses faiblesses et ses limites. Voilà. Et à partir de là, eh bien, mon profil est tel qu'il est, mais c'est la flexibilité que j'aurai à adapter mon profil à toute situation ou toute personne qui ne me ressemble pas qui fera de moi un meilleur manager. Pour la première question, c'est ça. Pour la deuxième, est-ce que ça change? Est-ce que les couleurs, est-ce que le style naturel change? Oui, il y a des variations, mais les gens ne sont pas schizophrènes. Pas du tout. Les gens peuvent avoir à un moment donné des variations, mais ils ne vont pas passer, par exemple, si quelqu'un a beaucoup de jaune et beaucoup de rouge, il ne va pas demain décider que finalement ses comportements préférés sont vert et bleu. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Donc, il peut y avoir des variations. Ce qui bouge, ce qui est le plus mobile, le plus variable, c'est effectivement le style adapté. Mais par contre, au niveau du style naturel, on n'a jamais vu un dominant jaune-rouge devenir un dominant vert-bleu ou un bleu-jaune devenir vert-rouge. Voilà. Donc, généralement, là où on fluctue le plus, c'est après avoir conscientisé nos préférences, on décide de travailler quelque chose. Et quand on veut travailler quelque chose, ça s'appelle l'intraflexibilité. Et là, on met en action un processus qui, sur le long terme, moyen ou long terme, peut faire varier de quelques pourcents une couleur. Mais les dominantes restent les dominantes, sauf drame, évidemment, mais ça peut être aussi très ponctuel. Mahmoud, as-tu noté peut-être d'autres questions? On en avait une liée au profil des commerciaux et des managers commerciaux. Effectivement, j'allais la regrouper avec deux autres questions qui sont dans le même esprit, à savoir, est-ce que il y a des comportements qui sont plus adaptés à un certain nombre de métiers? Effectivement, il y avait une question très directe. Donc, reprenons l'exemple d'un commercial. Est-ce qu'un commercial ou un manager commercial est forcément un rouge élevé, donc un D élevé? Ah oui, c'est une question effectivement là aussi récurrente. C'est vrai que dans l'image mentale de tout le monde, on a tendance à penser que management ou commercial égale telle ou telle couleur. Non, non, parce que ça dépend plus de ce qu'on a à vendre et de à qui nous le vendons que de ce que nous sommes. Voilà, je m'explique, je prends un exemple concret. Si je suis ingénieur commercial dans l'informatique ou dans une grande compagnie qui fabrique des avions, il est évident que j'ai besoin aussi de bleu. Voilà.
Donc, ça dépend vraiment de ce que je vends, à qui je le vends. C'est plus une question de prestation, de savoir quelle est la prestation. Par contre, si je vends des voitures, et encore ça dépendra du type de voiture, il se peut que j'ai besoin de créer plus de relations, d'être un peu plus dans le jaune, un peu plus dans le rouge. Voilà. Mais surtout, l'idée clé et générale qui va répondre à beaucoup de questions de ce genre, n'ayez pas d'a priori. N'ayez pas d'a priori, et d'autant plus que les référentiels peuvent être faits avec Inermetrix. On peut faire un référentiel comportemental et il n'y a jamais deux référentiels qui se ressemblent pour une même société et un même intitulé de poste qui habiteront dans la même, qui sont dans la même zone industrielle. Et on va trouver deux référentiels avec un tronc commun, mais certainement avec beaucoup de différences en termes de pourcentage de couleurs. D'accord, super. Et il y avait aussi une question qui me paraissait aussi regroupant deux ou trois questions, à savoir, par exemple, une fois que j'ai identifié mes préférences comportementales, ce que tu viens de décrire, est-ce que puis-je en faire? Qu'est-ce que je fais par la suite? Par exemple, une des déclinaisons de ces questions, comment je fais pour stimuler la motivation de mes collaborateurs? Ça, c'est un exemple, hein, mais globalement, la question elle est plus généraliste. Qu'est-ce que je fais après avoir identifié cela? La motivation, par exemple, pour un collaborateur qui aurait beaucoup de rouge, il faut savoir que ce sont les défis et les challenges. Et s'il ne se sent pas challengé, il perd sa motivation. Mais il n'y a pas que cela, mais c'est la plus forte. C'est la plus forte. Au niveau comportemental, la motivation pour quelqu'un qui a beaucoup de jaune, c'est de ne pas l'enfermer entre quatre murs, de lui permettre de créer de la relation. Je connais par exemple un directeur financier qui n'avait que 60% de jaune, avec du rouge et du bleu très très haut. Voilà. Mais alors, ça faisait de lui ce qu'on appelle un organisant. Le bleu et le rouge très haut, ça s'appelle un organisant. Ça veut dire que ce sont des gens qui étudient les problèmes avec leur bleu et mettent en œuvre des solutions avec le rouge. Par contre, si leur jaune est très bas et leur vert est très bas, ils auront des difficultés dans la relation, plus que dans l'organisation. Par contre, ce directeur financier avait quand même 60% de jaune. Eh bien, il se sentait tellement enfermé dans une situation professionnelle qu'il a fini par donner sa démission parce que ces 60% de jeunes ne pouvaient pas s'exprimer. Puis lorsqu'il est revenu et qu'il a réintégré son poste parce que sa place était toujours vacante, eh bien le fait de pouvoir entrer avec une nouvelle mission de directeur financier, de pouvoir entrer en relation avec des gens, eh bien il s'est senti beaucoup mieux et maintenant, non seulement c'est un directeur financier est toujours extrêmement capable, mais en plus de ça, il est épanoui. Merci Philippe. Alors, on va peut-être voir encore une question ou deux s'il y en a. Alors, je tiens quand même à transmettre parce qu'on a un petit clin d'œil de Tariq Alali qui nous dit « J'ai 95% de vert, j'ai raté ma carrière aux Nations Unies. » Alors, je te laisse peut-être faire un petit commentaire. Tariq, bonjour. Et comme Tariq veut dire chemin, je ne sais pas lequel il fallait prendre il y a quelque temps, peut-être celui des Nations Unies, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce que j'ai 95% de vert que je serai motivé par un poste aux Nations Unies. La motivation, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie, ça concerne le système de valeurs. Là, nous parlons simplement que des comportements, le comment je préfère agir. C'est-à-dire, j'arrive le matin en entreprise ou au télétravail et comment je vais manifester mon comportement pour répondre aux tâches et aux activités qui me sont proposées. Je suis dans le comment, je ne suis pas dans le pourquoi. Nous verrons tout à l'heure à quoi sert le système de valeurs. C'est la réponse au pourquoi j'agirai. Merci Mahmoud. Y a-t-il une question encore qui reste en suspens à laquelle Philippe n'aurait pas encore répondu avant que nous passions à la deuxième partie? Non, je pense que pour l'instant, on peut avancer. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas s'il y a des questions que vous avez posées dont sur lesquelles on ne répond pas encore. C'est parce que nous savons d'ores et déjà que les réponses arrivent donc dans les parties suivantes. Alors, effectivement, Philippe, nous allons passer à cette deuxième partie et cette fois-ci, nous allons nous consacrer donc à la déclaration de préférence de valeur que l'on appelle le Value Index, toujours chez Inermetrix, et répondre à la question: pourquoi êtes-vous motivé à utiliser vos talents en fonction de vos motivations d'engagement?
Philippe, on te laisse 10 minutes, je crois 10 minutes, un quart d'heure, tu as sur cette partie. Voilà, alors je crois que si c'est toi qui es animatrice, il faut que tu actives mon partage d'écran quelque part, parce que voilà, on me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Je te nomme à nouveau voilà. animateur et je vais Voilà, merci. On va faire ça manuellement à chaque fois, ce sera mieux. N'hésitez pas dans le chat, bien sûr, toujours à faire des commentaires, à poser vos questions. Nous les notons avec Mahmoud pour y répondre juste après cette deuxième partie. Voilà, donc maintenant le partage peut être fait. Alors, vous avez ce graphe-là dans votre profil. C'est le résumé général de vos valeurs. Alors, le graphe est sans doute, le vôtre est sans doute différent de l'exemple que je viens de prendre. Pour faire simple, je vais vous donner des mots-clés sur chaque valeur, sur lesquels tous les psychologues du monde entier se sont accordés. On va partir cette fois-ci de la droite, si vous voulez bien, pour changer un petit peu. Le mot-clé du théorique, de la valeur théorique, c'est le mot vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus je monte dans le théorique, plus j'ai l'amour de la connaissance exacte. Et j'ai l'amour de la connaissance pour la connaissance. Je suis un chercheur, je suis Einstein, je suis dans mon laboratoire de recherche. Voilà. Ou alors je suis capable de reprendre, de passer une licence ou une maîtrise alors que j'ai 55 ou 60 ans ou 70 ans. Voilà. Donc c'est l'amour de la connaissance pour la connaissance. Plus les gens montent dans le théorique, plus ils sont désireux de rechercher l'exactitude pour ce qui est de la connaissance. Plus je descends, ce n'est pas que la connaissance ne m'intéresse pas, mais plus je descends et plus j'ai envie, cette fois-ci, d'être libéré de cette entrave de l'amour de la connaissance pour la connaissance pour essayer de mettre en pratique la connaissance que je viens d'avoir, qui est acquise. Donc, par exemple, je prends l'exemple d'un étudiant. Un étudiant en alternance, ben voilà, il a un profil à maximum 50% de théorique, généralement, et s'il a 40 ou 30%, il vaut mieux qu'il fasse des études en alternance. Ce sont aussi des collaborateurs qui vont se montrer très pratico-pratiques, parce qu'à chaque fois qu'ils apprennent quelque chose, ils vont dans une formation, ils ressortent, ils ont envie d'appliquer. Voilà, ce n'est pas la formation pour la formation. Hein, voilà. Donc, voilà comment fonctionne un petit peu. Alors, si j'ai 10% de théorique, ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé par la connaissance, une fois de plus, mais ça veut dire qu'à chaque fois que je suis dans un process de connaissance, ma première priorité, c'est la mise en pratique. Le mot-clé du réglementaire, alors il y en a plusieurs, je vous les donne un petit peu, c'est un petit peu un sac à main fourre-tout, si certaines voient de quoi je veux parler. Eh bien, dans ce sac à main fourre-tout, je vais rentrer la tradition. Tradition religieuse, tradition familiale. Je vais rentrer aussi le fait même, évidemment, d'aimer s'appuyer sur un système de valeurs. Et je vais rentrer aussi les aspects réglementaires ou l'ordre en général. Donc, plus mon réglementaire monte, plus j'ai tendance à être motivé par mon propre système de valeurs. Et je peux me montrer un peu dogmatique, parfois. Mais si mon réglementaire est très bas, si mon réglementaire est en dessous de 30%, eh bien, il y a de fortes chances que je me montre aussi un peu dogmatique par rapport à ceux qui ont du réglementaire très haut. Je ne suis pas tout le temps tolérant. Hein. Le fait de descendre en réglementaire ne veut pas dire qu'on est tout le temps tolérant. De toute façon, les systèmes de valeurs sont des causes d'opposition beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine. Rappelez-vous, c'est le moteur, c'est ce qui fait avancer ou non la voiture. Dans une équipe dirigeante, par exemple, dans un COMEX ou dans un CODIR, nous sommes tous assis autour de la table et généralement, au niveau des comportements, on adopte à peu près tous les mêmes. On est calme, on est posé, on essaye d'être serein, on essaye de déposer la casquette fonctionnelle à l'entrée, au vestiaire. Ce n'est pas toujours facile, voilà. Et donc, à quel moment va-t-on réagir? Eh bien, quand notre système de valeurs est attaqué. Parce qu'à ce moment-là, cela nous démotive. C'est pour ça. Le mot-clé de l'altruisme, là encore, c'est le mot amour. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui aurait 10% d'altruisme n'a pas d'amour? Non, c'est pas ça. Plus je monte dans l'altruisme, plus je donne spontanément, sans réfléchir. Ça me motive de donner spontanément, peut-être jusqu'au sacrifice de soi, pourquoi pas. Voilà. Quand je descends dans l'altruisme, eh bien, je donne
peut-être parfois plus qu'un altruiste haut, mais je donne en réfléchissant aux raisons valables de donner. Voilà, c'est un petit peu ce qui peut nous arriver lorsque on a des gens qui tendent la main et que nous sommes au feu rouge dans notre voiture. Voilà, il y a l'altruiste haut peut plus spontanément donner et l'altruiste bas va avoir tendance à se dire bon, il a l'air jeune, il a l'air en bonne santé. Pourquoi est-ce que je lui donnerais? Ou au contraire, il peut très bien décider un jour de donner peut-être plus qu'un altruiste haut. Mais c'est simplement le rapport à la spontanéité dans le don qui va être différent. Si je suis au milieu, ben, je suis très moyen dans ce domaine et je peux parfois être spontané et parfois avoir envie de me poser des questions avant de donner. Que les dirigeants se posent bien la question quand ils font des référentiels avec Inermetrix à propos de l'altruisme. Parfois, on a tendance à penser qu'il n'en faut pas trop dans l'entreprise. Mais n'oublions pas que dans l'altruisme, il y a le bénévolat. Il y a aussi le don aux autres. Voilà. Et que forcément, quand il s'agit de s'investir pour autrui, les altruistes hauts ont une spontanéité, une motivation pour le faire qui est parfois plus conséquente. Voilà. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'un altruiste bas ne va pas s'investir, mais il le fera en réfléchissant. Le mot-clé du politique, c'est le mot pouvoir. Alors, nous connaissons 3 formes de pouvoir dans l'histoire du monde. Il y a le pouvoir sûr, il y a ce pouvoir sûr qui finalement finit par créer un pouvoir contre, qui un jour ou l'autre veut renverser le pouvoir sûr pour prendre à nouveau le pouvoir sûr. On n'en sort pas, ce n'est pas forcément les meilleurs des pouvoirs. Il nous reste le pouvoir pour. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que j'ai un politique à 70, 80 ou 90% que j'exerce un pouvoir sûr. Posons-nous la question du genre de pouvoir que ceux qui ont le politique haut vont afficher ou vont souhaiter, ou par lequel ils vont être motivés. Un politique bas, ce n'est pas qu'il ne prend pas le pouvoir. Peut-être que si on lui donne, il le prendra, mais il a pour préférence, pour motivation, de céder le pouvoir ou une position ou un titre. En tous les cas, voilà, ce n'est pas sa motivation. Voilà. Il est peut-être très capable de le prendre, peut-être autant que quelqu'un qui a beaucoup de politique, mais ça ne le motive pas. Là, nous sommes dans le pourquoi j'agirai, nous ne sommes pas dans le comment. Et là, pendant que je vous décris le système de valeurs, pensez bien au niveau de vos entreprises que je suis en train de vous décliner ce qui motiverait vos collaborateurs pour assumer leur mission. C'est en rapport avec le pourquoi ils agiraient dans leur mission avec plus ou moins de joie à le faire. Les comportements étaient liés aux tâches et aux activités. Le système de valeurs est lié à la finalité du poste ou de la mission. L'individualisme haut, le mot-clé, c'est la singularité. Plus je monte dans l'individualisme, 80, 90%, 100%, plus j'aime me montrer original, plus j'aime être sous le feu des projecteurs, plus je me démarque et plus j'ai une motivation pour défendre mes droits. C'est la défense de ces droits. Et je peux même transmettre cette énergie aux autres assez facilement. Plus je descends dans l'individualisme, et moins je pense à défendre mes droits, plus je laisse passer peut-être les droits d'autrui avant les miens, et ce ne me motive pas particulièrement que d'être singulier en permanence ou de me démarquer. Si je suis à 50%, comme nous le voyons là sur ce graphe, eh bien c'est que j'ai une motivation à peu près double. Parfois, j'aime être un peu singulier, mais pas tout le temps. Et parfois, je préfère me conformer au moule que l'on me propose pour ne pas trop me démarquer. Évidemment, on le comprend bien, tout ça a un impact sur les objectifs que chaque collaborateur a à atteindre. Quand on lui demande quelque chose, il est très important de connaître son système de valeurs. Voilà. Parce qu'en connaissant son système de valeurs, nous allons pouvoir trouver des arguments qui le touchent. Nous pouvons tous tout accomplir. Nous avons une richesse incommensurable et unique en nous. Nos comportements, notre système de valeurs, nos appétences mentales. Nous sommes uniques, nous sommes un trésor RH à nous tout seuls. Maintenant, quand est-ce que je suis motivé pour agir et quels arguments me propose-t-on qui pourraient me motiver pour agir? Voilà. Si là, dans le cas du graphe que nous avons maintenant, eh bien, certainement que je serai motivé plutôt par
des arguments altruistes. Je peux même accepter peut-être un plan de licenciement, mais à condition qu'il soit accompagné véritablement d'arguments qui vont toucher mon cœur, tout simplement. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Philippe, nous entendons bien. Bon, voilà, parce que j'avais un doute. Très bien. Alors, je quitte l'individualisme pour venir sur l'économique. Le mot-clé de l'économique, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matérialisme. Il y a des économiques hauts qui aiment l'argent et qui sont matérialistes, et il y a des économiques bas qui aiment l'argent et qui sont matérialistes. Mais ce n'est pas le mot-clé. Le mot-clé, c'est l'utilité. Donc, si quelqu'un a de l'économique haut, il a tendance à être motivé par l'utilité à faire les choses. Voilà. Qu'est-ce qui est utile pour lui? Qu'est-ce qui lui semble utile? Qu'est-ce qu'il ressent comme utile? Plus mon économique est élevé, plus je priorise par l'utilité. Plus mon économique est bas, plus je peux faire passer les besoins des autres avant les miens en termes d'utilité, tout simplement. Si j'ai les moyens, ben j'ai les deux facettes et je reste modéré dans l'expression de cette motivation. Enfin, il y a l'esthétisme. Le mot-clé de l'esthétisme, c'est le mot beauté, évidemment. Mais le mot beauté, quel type de beauté? La beauté des choses, des formes, des gens, Non, c'est aussi la beauté des relations, aussi. Quelqu'un qui a de l'esthétisme très haut, comme on le voit dans ce graphe à 81%, c'est quelqu'un qui va effectivement se montrer parfois un peu subjectif parce qu'il a envie de véritablement regarder plus la forme que le fond. Plus mon esthétisme descend et plus je suis préoccupé par le fond des choses plutôt que par la forme. Voilà pour avoir parcouru un petit peu ce graphe. Évidemment, ça donne des vocations. Évidemment, le Values Index d'Inermetrix permet de cibler des pistes pour les vocations. Je prends un exemple qui va être flagrant et qui va parler à tout le monde. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup d'altruisme et qui en même temps a beaucoup d'économique. Vous imaginez ce que ça peut représenter en termes de vocation? Parce que autant les comportements s'appliquaient chacun dans leur domaine, autant le système de valeurs, on peut faire fusionner de valeurs pour créer des vocations et pour voir si nous sommes bien dans notre vocation. Eh bien, c'est altruiste et économique très haut, ça vous donne un entrepreneur de l'humanitaire. Voilà, c'est un entrepreneur de par sa vocation économique et de par sa vocation altruiste. C'est dans l'humanitaire qu'il va s'épanouir le plus. Voilà. S'il a le politique élevé, alors ça peut être un dirigeant d'une entreprise humanitaire parce qu'il va aimer cette notion de pouvoir et il va aimer cette notion de vision globale, de stratégie. Il va être motivé par ça. Et ainsi de suite. Voilà comment les valeurs peuvent parler. À l'intérieur de l'entreprise, en termes de recrutement, si vous avez un référentiel de valeurs pour un poste et qu'un collaborateur ou des candidats ont des valeurs éloignées de ce référentiel, économisez les entretiens. Économisez les entretiens. Vous n'avez pas besoin parce que dans 3 mois, ils seront partis. Ça ne fonctionnera pas. La clé du moteur, voilà, n'existe pas chez eux et le moteur ne va pas démarrer. Par contre, tous les candidats qui ont un système de valeurs à peu près approchant le référentiel que vous aurez créé, ils vont être motivés. Donc, si toutefois, après, il leur fallait s'adapter au niveau comportemental, peut-être qu'ils le feraient plus facilement. Voilà. Rien n'est parfait et le matching entre un poste et une personne à 100% n'existe pas. Donc, il y a forcément besoin de faire des efforts et d'utiliser sa flexibilité. Enfin, ici, je vous montre le graphe qui est en dessous, enfin le tableau qui est en dessous du graphe que vous avez dans votre profil. Je voudrais vous interpeller là sur ces définitions. Ce sont des définitions qui permettent à chacun de se reconnaître. Il doit les valider. Vous prenez vos 3 valeurs les plus hautes et vous devez valider les définitions qui correspondent à votre profil. Et il est évident qu'en matière de création de référentiel, eh bien, une fois que j'ai créé un référentiel de valeurs, j'ai aussi ces définitions. Je prends les 2-3 valeurs les plus hautes, je prends les 2-3 définitions qui leur correspondent et je les intègre dans l'annonce pour occuper le poste.
La personne lit l'annonce, elle voit ses définitions. Si ses motivations lui parlent, elle se reconnaît et elle va tout faire pour postuler. Et vous gagnez un temps fou aussi. Voilà pour la deuxième partie, Virginie. Alors, merci beaucoup, Philippe. Pour la vidéo, on va avoir peut-être le même… Voilà, je n'ai pas la main. Par contre, je te renomme tout de suite. Voilà. Alors, attends, juste peut-être, je pense, si tu as moyen de mettre à l'écran Mahmoud quelques instants, j'aimerais quand même que l'on puisse découvrir son visage. J'aimerais bien, mais je n'ai absolument rien qui me permette de le mettre à l'écran. Alors, je vais tenter de le passer en animateur quelques instants, que vous puissiez voilà, le découvrir. Et après, je reprends la main pour qu'avec Mahmoud également, avec plaisir, oui. Nous rapportions vos questions. Là, je pense que c'est bon. Me voilà les amis. Bonsoir Mahmoud, content de te revoir. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Sincèrement désolé, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec la technique aujourd'hui, oui. Mais on essaie de faire au mieux pour continuer à vous servir et surtout que ce soit le plus riche possible et que les échanges soient transmis. Donc, que proposes-tu, Virginie? Souhaites-tu que je reste à l'écran? Oui, peut-être je vais te laisser la main à l'écran puisqu'effectivement, on a eu quelques retours sur le chat. Donc, tu as noté, j'imagine, les questions. Peut-être, bien, je te laisse les poser à Philippe. C'est pour ça qu'il est plus plaisant finalement que ce soit toi qui sois à l'écran tout de suite. Bon, ben, je te remercie en tout cas. Je vais juste me permettre pour les internautes qui nous auraient rejoints entre-temps de te représenter à nouveau puisque tu es consultant certifié Inermetrix, responsable du développement Grand Maghreb et expert métier en développement RH. Voilà, c'est à ce titre effectivement que tu es modérateur avec nous aujourd'hui aux côtés de Philippe Gombaud, notre expert. Voilà, et je te laisse la main pour les questions. Merci à nouveau pour cette présentation sympathique. Tout ça, c'était moi, effectivement. Et donc, du coup, je vais commencer par des questions qui, effectivement, perturbaient deux de nos internautes, à savoir, je vais nommer, hein, si ça ne dérange pas, il y a Wahiba qui notait que est-ce que 75% en altruisme et 50% en individualiste, en reprenant le graphe que tu as exposé, est-ce que ce n'est pas contradictoire? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Effectivement, on pourrait le croire visuellement, ça le semble, et les connotations des mots font qu'on le pense. Mais non, la richesse d'un être humain fait qu'il pourrait avoir toutes les valeurs au-dessus de 60% et il n'y aurait aucune contradiction. Ce n'est que de la richesse. Il n'y a aucune contradiction, aucune incompatibilité, il n'y a non plus aucune règle à établir. Chaque personne va se construire et va construire son système de valeurs et à un moment donné, il y aura peut-être effectivement une motivation qui va prendre le pas sur une autre. Qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que c'est ce 75% d'altruisme ou ce 51% ou 51% d'individualisme? Ça dépendra aussi des situations parce que chacun va régler les soupapes de son moteur en fonction de la vitesse à laquelle il veut avancer, de l'objectif vers lequel il veut avancer. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une motivation basse, comme je viens de l'expliquer, puisque c'est une motivation basse, je ne me mets pas en marche par rapport à cette motivation. Ce ne sont pas des arguments qui me touchent. Maintenant, si j'en ai deux qui sont hautes, j'ai deux valeurs à 80% qui sont opposées a priori, en réalité, ce sont des arguments différents qui sont complémentaires et qui vont venir interagir ensemble dans ma motivation à chaque fois qu'on me les présentera. Merci Philippe pour cette réponse. Aussi, j'avais noté 3 fois la même question. En fait, des internautes ont noté la notion de norme qui avait marqué sur les graphes. Oui. Et du coup, on nous demande une clarification. Est-ce que ça veut dire c'est une moyenne ou c'est quoi exactement? Non, c'est une traduction simplement. C'est une norme mathématique. En fait, c'est la moyenne. Ça ne correspond pas à une norme morale, si c'est ça la question. C'est une norme mathématique. Ça correspond à la moyenne des plus de 8 millions de profils qui ont été faits dans le monde actuellement sur ce sujet-là. Donc, c'est une moyenne mathématique des personnes qui ont complété leur profil. D'accord. Aussi, il y a une question qui revient régulièrement. Est-ce que les scores évoluent avec le temps?
Est-ce que si je passe aujourd'hui mon assessment et dans 2 ans, est-ce que les scores obtenus évoluent, sont censés évoluer ou pas du tout? Alors, nous en avons parlé pour les comportements. Donc là, c'est la question, ça est globale ou elle concerne uniquement le Non, système de non, valeur? valeur. Là, ça a été posé concernant Valeur. valeur, cette D'accord. fois-ci. Alors, le système de valeur, on met du temps à le construire. C'est une fondation de l'être humain et on met du temps à le construire. Et imaginez que vous ayez mis une vingtaine d'années pour construire une maison. Vous n'allez pas laisser quelqu'un venir avec un bélier ou une voiture bélier défoncer cette maison sans faire quelque chose. Vous allez toujours chercher à défendre votre système de valeurs. Comment vous allez chercher à le défendre? Avec des comportements. Avec des comportements. Est-ce que ce système de valeurs peut changer? C'est ma fondation, ce sont mes murs. J'ai travaillé, j'ai transpiré, j'ai bâti la charpente, j'ai fait les salles, j'ai mis le carrelage, j'ai mis les peintures, Oui, je peux effectivement décider de refaire la charpente un petit peu, du moins s'il me semble qu'elle est en train de vieillir. Je peux certainement refaire les murs, il n'y a pas de souci. Mais la fondation, elle a tendance à rester toute la vie. Les gens qui sont motivés par l'économique à 80% ou par l'altruisme à 80% ou par le théorique à 80%, généralement, ça dure toute une vie. Qu'est-ce qui peut modifier ça? Un petit peu comme pour le comportement. Mais là encore, soyons prudents. Ça peut être ponctuel, c'est un drame. Évidemment, il est évident qu'on peut inverser des valeurs quand on a subi un drame avec un impact psychologique et émotionnel très fort, et pendant plusieurs années, le système de valeurs peut être modifié. Dans certains cas, il revient comme il était après plusieurs années. Je ne veux pas dire par là que les valeurs ne changent pas. Je vais être précis dans la réponse. Les valeurs peuvent changer, mais là encore, comme pour les comportements, il y aura des variations, mais il n'y a pas de vraie raison pour que les dominantes de nos valeurs, qui font ce que nous sommes, qui créent notre talent de motivation, qui mettent notre moteur en marche, changent du jour au lendemain. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. Donc, du coup, là, j'ai 3 questions qui sont très opérationnelles, si tu le permets. Donc, je les ai regroupées. Mais voilà, tu as parlé tout à l'heure de recrutement, de référentiel. Il y a une question qui revient. Est-ce qu'on doit considérer, et on a parlé surtout de comportement dans un premier temps et là de valeur, donc motivation. Qu'est-ce qui est à prendre en considération en priorité? Ça, c'est la première question. La deuxième, si tu le permets, je disais, je les ai regroupées parce que c'est des questions opérationnelles. Tout à l'heure, on a noté aussi l'unicité des profils, ça veut dire chacun de nous est unique, mais n'y a-t-il pas quand même des bonnes pratiques pour motiver les collaborateurs? D'ailleurs, c'est une question qui était revenue même sur la partie comportementale. Elle avait été posée à ce moment-là, donc je l'avais laissée ici. Et pour finir, tout à l'heure, au tout début aussi, tu avais noté le panel de possibilités d'utilisation donc de Inermetrix. Et j'ai reçu effectivement une question. Nous demandons, par exemple, si en termes de mobilité interne, je souhaitais former des formateurs ou enfin, voilà, sélectionner des profils en interne. Est-ce que Inermetrix peut être utile pour cet exercice-là? Voilà, je note la troisième question pour ne pas les oublier. Voilà. Alors, pour ce qui est de la première question, pour la priorité, j'insiste vraiment. La motivation est prioritaire sur tout. Si vous avez quelqu'un qui a les bons comportements, adaptés ou naturels, admettons, peu importe, mais il a les bons comportements, mais il n'a pas la motivation, à un moment donné, ça va fragiliser sa réussite dans le poste. Parce que s'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas de joie à travailler, eh bien, à un moment donné, il n'aura plus les bons comportements. Il les avait au début, mais il ne les conservera pas. Donc, la première chose à faire, c'est vérifier l'adéquation entre le poste, les motivations du poste, le système de valeur du poste demandé par le poste et le candidat. Que ce soit recrutement, mobilité interne, collaborateur en activité ou étudiant inscrit dans un cursus ou lycéen. Voilà, il faut vérifier la motivation. C'est la première chose. C'est la fondation. La deuxième question, c'était sur l'unicité. Et est-ce que tu veux me redonner la caractéristique parce que je n'avais noté que ça, s'il te plaît? Les bonnes pratiques en termes, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour motiver les collaborateurs? Merci Marco. Oui, effectivement, il y a de bonnes pratiques parce que le point de départ, le modèle Inermetrix, c'est un modèle opérationnel. C'est-à-dire que je démarre par la conscientisation de mes forces, de mes faiblesses, de mes limites.
les limites qu'il faut respecter. Hein. Les limites, c'est vraiment quelque chose de sacré. Une fois que je l'ai identifié chez un collaborateur, je dois éviter de lui faire perdre sa dignité en touchant ses limites. C'est très important de me concentrer sur les forces qu'il a et d'accepter les limites parce que ça va ensemble, c'est un package. Donc, conscientisation. Ensuite, le collaborateur lui-même est conscient de ses besoins de flexibilité. Donc, il va faire un travail d'intra-flexibilité. Puis ensuite, il va se mettre en synergie avec d'autres pour faire un travail d'interflexibilité. Et puis, enfin, une fois que tout ce travail d'intra- et d'interflexibilité est réalisé, il va avoir envie d'identifier dans les situations ce qui va fonctionner pour être plus à l'aise avec autrui et avec la situation. Donc, il va prendre en compte les situations. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a bien sûr des bonnes pratiques? Bien sûr, il y a des formations, il y a des plans d'action à mettre en place. Le but de profiling qui est offert aujourd'hui, c'est que tout le réseau Inermetrix est prêt à offrir. C'est vraiment après de pouvoir accompagner les collaborateurs dans un plan d'action ou un contrat de progrès pour qu'ils se sentent plus à l'aise et optimal dans leur fonction. La troisième question concernait le transfert de compétences pour voir si c'est ça. Mobilité interne, transfert de compétences, effectivement. C'est ça, voilà. Donc oui, évidemment, le business model Inermetrix que nous proposons prévoit un processus de certification des personnes ressources qui le désireraient, ce que les dirigeants inscrivent. Hein. D'ailleurs, à ce propos, on vous parlera d'un témoignage qui sera à votre disposition très prochainement, le temps de terminer les réglages de vidéo pour pouvoir vous donner le lien pour y accéder. Mais il y aura le témoignage du CFA Descartes, hein, Centre de formation des apprentis de Descartes en Île-de-France. Et vous verrez toute la panoplie des applications qui peut se faire avec Inermetrix. Et vous verrez que dans ce témoignage, 6 personnes dans ce centre ont été certifiées. Elles ont suivi une certification de 6 jours, en 3 fois 2 jours, pour pouvoir obtenir ce transfert de compétences, puisque ce que vise Inermetrix, ce n'est pas d'être tout le temps dans l'accompagnement. Nous sommes dans l'accompagnement parce qu'il le faut, nous sommes dans l'accompagnement parce que parfois il est mieux d'accompagner que de faire en interne, mais en tous les cas, nous sommes auprès des équipes dirigeantes pour leur donner le plus possible d'autonomie avec l'utilisation de la plateforme Inermetrix, la capacité à fabriquer des référentiels, à faire les assessments, etc. Voilà. J'ai répondu à la question, Mahmoud? Partiellement la vérité, mais étant donné qu'il faut qu'on avance, je te la reposerai un peu plus tard. D'accord. Merci Mahmoud, effectivement, merci messieurs, parce que le temps tourne, c'est absolument passionnant, nous avons des bons retours dans le chat. Alors je vous propose peut-être si tu peux quelques instants Mahmoud, puisque je rappelle et je nous excuse à nouveau auprès de nos internautes sur nos soucis techniques. Alors nous partageons la caméra en quelque sorte. C'est déjà fait. Voilà, c'est fait. Donc, écoutez, regardez. C'est formidable. Miracle. Voilà, je crois que Mahmoud en régie, c'est absolument parfait. J'ai bien fait de lui redonner la main pour être à nouveau animateur. Alors Philippe, je te propose maintenant que nous passions à cette troisième et dernière partie. Celle-ci est consacrée à la déclaration de préférence mentale en termes de prise de décision, notamment celle que l'on appelle l'attribute index, Inermetrix toujours. Et cette fois-ci, nous allons répondre donc à une nouvelle question, celle sur le sur quoi nous sommes mentalement et naturellement habiles à agir. Quel talent naturel avez-vous en fonction de votre façon de penser et de prendre des décisions et sur lesquels avons-nous besoin de travailler? Alors peut-être une dizaine de minutes, Philippe, peut-être sur cette dernière partie. Donc je vous invite à toujours poursuivre vos questions sur le chat. Nous allons nous effacer quelques instants, bien que nous soyons heureux d'être déjà revenus. Oui, excuse-moi Virginie, il faut que l'un de vous deux me redonne le partage d'écran parce qu'il est à nouveau bloqué. Je pense que Mahmoud, ça doit être chez toi. Non, c'est chez Virginie. Non, raté. C'est raté. Eh bien non, parce que je ne peux pas modifier l'animateur. Regarde Mahmoud, parce que je ne peux pas le faire. Je suis certain que ce n'est pas le cas. C'est bon, je peux effectivement, c'est que je n'étais pas sur la bonne. Philippe, on te laisse pour cette troisième partie, à tout à l'heure. La technologie est vraiment une source de stress. Hein. Voilà, très bien. Donc, je peux repartager à nouveau. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant, nous ne sommes plus, nous avons répondu au comment nous préférions, les collaborateurs préfèrent agir, ce qui les motive au niveau du comportemental pour les tâches et les activités. Et puis, on a vu
ce qui les ferait se lever le matin avec plus d'entrain et plus de joie. Maintenant, nous sommes ici dans les circuits électroniques, toujours dans l'invisible, dans la partie du cerveau. Notre cerveau gère trois options fondamentales pour la prise de décision managériale et pour la prise de décision de tout un chacun. Il gère les émotions, il gère les comparaisons et il gère les analyses. Et vous voyez que là, dans ce graphe, vous avez ce rapport de gestion, ces trois rapports de gestion ventilés par rapport au monde extérieur à gauche et par rapport à votre monde intérieur à droite. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez en priorité dans votre cerveau pour prendre des décisions, soit par rapport au monde extérieur à gauche, soit par rapport à vous-même à droite. La partie la plus variable, c'est à droite, parce qu'elle est soumise aux fluctuations de la vie, aux joies, aux peines, aux difficultés. Par exemple, actuellement, avec le confinement, beaucoup de gens ont la conscience du rôle qui a fléchi, l'estime de soi, même parfois, pour un peu que les collaborateurs aient en plus des problèmes de santé ou de famille, etc. Tout cela, évidemment, joue. L'autonomie, c'est pareil. On a une projection de soi dans l'avenir qui est plus ou moins forte en fonction de la situation. Donc la partie gauche, c'est la façon dont je perçois le monde et dont j'aime prendre des décisions par rapport au monde. La partie droite, c'est la façon dont je me perçois moi et mes aptitudes prioritaires à la prise de décision par rapport à moi-même. Je parlais d'émotion, je parlais de comparaison, je parlais d'analyse. Donc on voit rapidement que l'émotion, c'est l'empathie, l'estime de soi. La comparaison, c'est la pensée pragmatique, la conscience du rôle. Et vous avez l'analyse et la vision systémique et l'autonomie qui font partie évidemment de cette gestion des analyses globales que fait notre cerveau en permanence. Pour faire simple, si vous donnez la priorité à l'empathie ou à l'estime de soi, que ce soit par rapport au monde extérieur ou par rapport à vous-même, vous donnez la priorité aux personnes. Si vous donnez, dans votre prise de décision, la priorité aux personnes, si vous donnez la priorité à la pensée pragmatique ou à la conscience de son rôle, vous donnez la priorité aux tâches. Si vous donnez la priorité à l'analyse des visions systémiques ou à l'autonomie, vous donnez la priorité non plus aux personnes ni aux tâches, mais plutôt au système. C'est-à-dire que vous avez une pensée schématique très forte qui a des facilités naturelles et de l'amour pour analyser les systèmes les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc, quelle est la priorité que mon cerveau mentalement donne quand il me faut traiter une problématique en termes de décision managériale? Eh bien, forcément, soit je donnerai la priorité aux personnes ou aux tâches ou au système. Et quand vous analysez votre façon de décider par rapport aux problématiques que votre société vous propose, eh bien, vous verrez que ça correspond exactement à votre profil. Certains d'entre vous sont équilibrés, c'est-à-dire qu'ils accordent le même niveau de priorité aux tâches, aux personnes et aux analyses, et parfois c'est déséquilibré. Là encore, pas de bon, pas de mauvais profil. Simplement, la conscientisation nous permet de comprendre qu'au niveau comportemental, au niveau de notre système de valeurs et au niveau mental, nous ne sommes pas toujours en harmonie. Nous avons parfois cette richesse qui est créée par les différences. Et parfois, je vous donne un exemple très simple, quelqu'un au niveau comportemental qui aurait beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, c'est quelqu'un d'extraverti. Quelqu'un au niveau comportemental qui a beaucoup de vert et beaucoup de bleu, c'est quelqu'un de plutôt introverti. On a les deux en nous, mais on exerce une préférence vers l'extraversion ou vers l'introversion. Eh bien, je peux très bien me montrer très extraverti, comportementalement parlant, et avoir une empathie à 4 sur 10, c'est-à-dire que mentalement, je ne prends pas mes décisions en mettant en priorité les personnes, alors que je suis plutôt tourné vers la relation avec les personnes, avec mon jaune, par exemple, notamment, ou même avec mon vert. Voilà, je suis tourné vers la relation aux personnes. Mais si mon empathie est basse, mentalement, bien, je ne donne pas la priorité aux personnes dans mes prises de décision. Il peut y avoir une différence entre le comportemental et le mental. Maintenant, à quoi sert cette photographie de ma préférence mentale en termes de mode de pensée et de prise de décision? Eh bien, cette photographie sert ensuite à être comparée à une cible opérationnelle. Et je vous ai choisi là, par exemple, la cible management.
Alors, pourquoi je mets ce trait juste un petit peu en dessous de 6? Parce que en axiologie, c'est la science mathématiquement exacte de ce graphe, en axiologie, si une aptitude, une préférence mentale est en dessous de 5,9, elle a tendance à correspondre à ce qu'on appelle en anglais des blind spots, c'est-à-dire des angles morts. C'est-à-dire, j'ai ça dans mon cerveau, mais je n'y accorde pas de priorité. Je n'ai pas réglé les miroirs de mes rétroviseurs de ma vie mentale sur ces aspects-là. Voilà. Mais si je dépasse 5,9, alors j'ai naturellement l'aptitude, je peux évidemment la renforcer. Voilà. Si elle est en dessous de 5,9 et que j'en ai besoin dans mon travail, il me faut la développer. Mentalement, c'est tout à fait faisable par la prise de conscience, formation, accompagnement. Je vais développer les aptitudes dont j'ai besoin. Et puis, si je les ai déjà et que j'en ai besoin d'un peu plus, je peux les renforcer. Donc là encore, il y a des plans d'action. Mais on peut comparer ce graphe-là à une cible. Ça peut être le management, ça peut être une direction commerciale, une direction financière, ça peut être les technologies de l'information, ça peut être l'esprit digital, ça peut être, je ne sais pas. On peut comparer à beaucoup de référentiels. Nous en avons 13 référentiels standards chez Inermetrix. Et comme tout est customisable, eh bien, dans la base de données des entreprises qui ont implémenté leur plateforme, ils vont trouver jusqu'à 50 référentiels qui ont été créés et dont ils peuvent bénéficier. Et ils peuvent encore faire du sur-mesure et créer leurs propres référentiels qu'ils ne sont pas obligés de partager avec autrui. Donc, on prend une cible. Par exemple, là, j'ai pris pour vous la cible management. Voici les 6 catégories indispensables pour manager. Eh bien, vous voyez que la personne qui a ce graphe a plus de 5,9 partout, sauf dans dans l'autogestion. Voilà. Donc, nous sommes alertés, et elle va elle-même être en alerte sur non pas ce manque de compétences, parce qu'il ne s'agit pas de compétences. La compétence, c'est une aptitude qui a été contextualisée. Donc, on n'en est pas là. Là, nous sommes sur un graphe qui mesure seulement, sans aucune valeur de jugement, nos priorités mentales. À quoi nous aimons mentalement donner la priorité d'abord. Et on voit que cette personne va réaliser qu'au niveau de l'autogestion, elle est en dessous de 5,9, elle a peut-être, si elle en a besoin, un plan d'action à mettre en place pour renforcer. Par contre, sur toutes les autres, elle peut évidemment continuer de développer. J'en ai pris une, j'ai pris un éclaté. Un éclaté, par exemple, au niveau de la gestion de production. Voilà. Eh bien là, nous sommes, vous voyez, sur la planification de projet, l'analyse de problèmes et de situations, la résolution de problèmes, l'orientation vers la qualité. Donc, c'est une catégorie de compétences transversales, d'aptitudes, qui a été déclinée en sous-catégories, en attributes. C'est pour ça que ça s'appelle l'attribute index. Et ça permet de mettre des plans d'action en place, de travailler au niveau de l'ingénierie de formation, et puis bien sûr d'impacter ça sur les plans de formation. Ça permet aussi de prendre conscience des choses que l'on devrait améliorer pour nous montrer un petit peu meilleur encore dans ce que nous faisons. Et la question sera sans doute posée sur les petites barrettes oranges. Mais là encore, les petites barrettes oranges, c'est la moyenne des plus de 8 millions de profils sur les mêmes catégories qui ont été édités par Inermetrix à ce jour depuis 2002. Et enfin, là, nous sommes bien là sur 5,9 toujours. À la fin de votre profil, vous avez les 78 aptitudes, vous avez à la dernière page de votre profil, les 78 aptitudes mentales que vous avez priorisées, que les algorithmes ont respectées dans vos priorités et qu'ils ont scoré de 10 à 4. Voilà. Et donc, vous voyez que si je veux travailler avec quelqu'un et comparer les besoins, les attendus de sa fiche de poste avec sa performance mentale la plus naturelle, son appétence mentale naturelle, eh bien, je prends les 10-15 premiers attributs qui sont bien scorés et je sais exactement ce que naturellement, par appétit mental, la personne fera bien et dans lequel elle se sentira le plus à l'aise. Voilà. Là encore, nous sommes dans quelque chose de mouvant. Le mental, ce n'est pas le comportemental, ce n'est pas le système de valeurs, ça bouge beaucoup plus. Il suffit d'avoir conscience et de recevoir des informations ou de la formation pour changer notre mental. Voilà. Donc, c'est open pour ce qui est de l'évolution éventuelle, même si encore il y aura des dominantes qui resteront bien sûr de vraies dominantes. J'en ai terminé avec cette troisième partie.
Je voudrais juste vous rappeler ceci. On parlait tout à l'heure de la molécule de talent. Eh bien, voici. Pour permettre d'augmenter la densité de son collaborateur, il faut tenir compte de sa molécule de talent. Il faut l'identifier. À partir du moment où je l'ai identifié, je vais travailler sur deux choses. Son rayonnement personnel et son rayonnement professionnel. À partir de ce moment-là, c'est ça la densité d'un collaborateur, ce sont ces deux formes de rayonnement. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir être certain qu'il est motivé parce que j'agis sur l'énergie nécessaire qui lui convient en termes de comportement, de valeur et de mental pour le faire rayonner et personnellement et professionnellement. Et bien entendu, c'est l'aider à trouver son environnement optimal. Pourquoi je parle de l'environnement optimal et je conclus là-dessus, Virginie, si tu me permets. Parce que c'est comme pour un poisson. Si je le sors de son eau et que je le pose sur mon bureau, si c'était un aquarium, et si c'est une rivière, je le pose sur la rive, combien de temps va-t-il survivre? Mon collaborateur est comme cela. C'est un poisson, il a son environnement optimal et je dois le plus vite possible le remettre dans son environnement optimal si je ne veux pas qu'il s'asphyxie ou que par fatigue, il se fasse manger par un plus gros parce qu'il y aura perdu de l'énergie. Donc, évitons au niveau de l'activation des leviers de motivation chez nos collaborateurs, évitons de négliger leur environnement optimal, sinon nous risquons de les asphyxier. Voilà, Virginie, je m'arrête là. Je pense qu'il y a sans doute encore un jeu de questions, donc j'étais ravi de partager ça avec vous. Merci Philippe, oui effectivement. Alors je te propose que tu me renommes à nouveau animatrice, que je puisse revenir à l'écran, à tes côtés. C'est parfait. Avec plaisir. Tu me dis. Voilà, je vais réactiver si normalement. Ça marche. Voilà, tout à fait. Me voici de retour. Je vais regarder si des fois j'arrive également, mais apparemment non, à remettre la caméra sur Mahmoud. Tu ne peux pas non plus peut-être? Je vais essayer, mais apparemment, non, je n'ai toujours pas d'option sur le profil de Mahmoud. C'est pas grave. Bon, Mahmoud, tu es toujours avec nous. Merci Philippe donc, pour cette troisième et dernière partie de présentation. Mahmoud, je suppose que tu as noté tout comme moi et je vais te laisser la main sur les quelques questions. Par contre, messieurs, je vais faire ma maîtresse du temps. Puisqu'il est 18h57, voilà, nous avions pris quelques engagements auprès des personnes qui nous suivent. Donc Mahmoud, est-ce que tu peux nous synthétiser ces quelques dernières questions, s'il te plaît? Donc, du coup, rapidement, là, on a pu scorer. Est-ce que, d'une manière très ciblée, est-ce qu'on peut travailler entre guillemets, les compétences transversales qui sont jugées indispensables et qui ont été scorées soit inférieures à 5,9 ou en tout cas avec un score bas? Donc, ça, c'est la première question. Oui, la réponse c'est oui, bien sûr. Bien sûr. Justement, s'il y a bien l'endroit le plus facile sur lequel nous pouvons agir, c'est notre cerveau. Il suffit de conscientiser. La conscientisation est un starting block pour prendre de l'élan. Donc, je conscientise mes besoins professionnels par rapport aux attributs qui éventuellement ne font pas partie de mes priorités, sont un peu ce que je disais des blind spots. Je conscientise et puis je mets un plan d'action. Au besoin, si j'ai besoin de formation ou d'information, je vais la chercher. Et après, tout le monde peut y arriver. Voilà, il n'y a pas de blocage au niveau des aptitudes mentales, puisque là encore, c'est une déclaration de préférence d'aptitude que nous avons faite. Ce n'est qu'une déclaration de préférence, ce n'est pas une déclaration de compétence, pas de jugement. Très bien. Deuxième et dernière question, en tout cas de mon côté, étant donné que tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce que tu avais répondu? Donc, je te disais partiellement. Donc, la question était, et là, avec la partie attribute, ça va être un peu plus complet certainement. Je veux faire un plan de mobilité interne. Est-ce que Inermetrix peut être utile dans cet exercice-là? J'ai des personnes qui sont là depuis une vingtaine d'années, je veux pas perdre leur savoir. Est-ce que l'Inermetrix peut m'aider à faire ça? Donc, concrètement, c'est des questions très opérationnelles. Alors, non seulement Inermetrix peut aider, et Inermetrix est là pour aider au niveau de la mobilité interne aussi. Je parlais tout à l'heure de cartographie, Mahmoud, on se rappelle bien. La cartographie, oui, c'est avoir une vision, un état des lieux de l'existant. À partir de là, la plateforme Inermetrix permet en un clic de switcher les profils de mes collaborateurs sur des fonctions différentes.
Et je peux donc, à partir de mon bureau RH, je peux effectivement me faire une idée. Il y a déjà des plans de carrière qui sont annoncés, il y a déjà de la mobilité, il y a un plan de mobilité qui est prévu, ou si ce n'est pas prévu, ben, ça va servir à le prévoir. Mais en tous les cas, je vais essayer de trouver l'harmonie entre mes objectifs de mobilité et d'organisation aussi à l'intérieur de l'entreprise et le fait de pouvoir switcher tous les profils que je veux sans que les gens aient besoin, sans que mes collaborateurs aient besoin de repasser leur questionnaire. C'est intégré à la plateforme pour pouvoir avoir la meilleure vision, le meilleur état des lieux possible en termes de mobilité interne. Merci beaucoup, Mahmoud. Est-ce que tu avais fini pour les questions? Il y en a beaucoup qui arrivent, mais malheureusement, le temps est en train d'avancer très vite. Moi, je propose, si tu le permets, Virginie, que les gens qui ont encore des questions, qui puissent nous les envoyer par email et nous ferons un plaisir d'y répondre. Tout à fait. Alors, nous voyons effectivement que la question est posée de savoir quels sont leurs interlocuteurs réseau Inermetrix en local. Donc, on va transmettre en fin de séance effectivement le contact. Pour ceux qui ne peuvent pas rester, puisque des personnes s'excusent effectivement de devoir nous quitter, nous vous transmettrons toutes les informations. Donc, n'ayez crainte. En tout cas, Philippe, voilà, tu as de grands remerciements sur le chat. Sache-le sur la qualité de ton intervention. Alors, j'espère en effet que ce webinaire a été extrêmement concret pour vous, pour notamment les personnes qui ont eu déjà leur rapport, que cela leur aura apporté un éclairage. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je suppose que nous avons suscité chez vous l'envie de pouvoir le réaliser. Je vous rappelle qu'avec le lien que vous avez reçu lors de votre inscription, vous pouvez réaliser ce questionnaire, répondre au questionnaire pour bénéficier du profil. Le lien est valable jusqu'au 30 mai. Donc, vous avez encore un petit peu de temps pour pouvoir y répondre, mais faites vite. Et notamment, vous pouvez bénéficier au sein de votre entreprise jusqu'à 10 profils. Voilà. Oui. Donc, n'hésitez pas à le transmettre également à vos collaborateurs si vous souhaitez en bénéficier. Philippe, avant de te donner peut-être la parole, et puis Mahmoud, pareil pour la conclusion. Alors, Virginie, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que nous pourrions maintenant, si tu me redonnes la main pour l'écran, je pourrais afficher les deux adresses? Oui, bien sûr, je vais te redonner la main tout de suite. Merci beaucoup. Sachant que ceux qui n'ont pas eu le temps de le noter, qui ne s'inquiètent pas, étant donné qu'il y aura un mail de remerciement qui sera envoyé, il y aura toujours le contact dedans. Mais bon, ça c'est juste pour rassurer ceux qui sont déjà partis. Merci Mahmoud. Je t'ai donné la main Philippe, donc normalement, voilà, tout à fait. Il est possible. Regarde si toutefois tu peux remettre la caméra également de Mahmoud. Je ne sais pas si c'est possible. Je vais essayer. Si... Tout à l'heure, on a eu une main heureuse qui nous a permis de le faire. Alors, là, tant que je suis dans le partage d'écran, c'est compliqué. Voilà, donc, mais je ne peux pas. Mais voilà, attends, éventuellement, je vais essayer, mais apparemment… Alors, si je nomme Mahmoud animateur, peut-être… Oui, ça, c'est une option. C'est la seule option qui risque de fonctionner. Voilà, voilà. Apparemment, c'est parfait. Voilà, nous allons réussir à pouvoir amener une conclusion tous ensemble. Alors, nous venons de voir en effet que le profil Inermetrix permet de détecter la molécule du talent de chacun. C'est ta formule, Philippe, tu ne m'en voudras pas de la reprendre, mais je la trouve particulièrement juste, car la molécule, c'est en effet la structure de base de la matière. Et quelle belle matière disposons-nous tous individuellement. Et donc, la combinaison de ces trois évaluations que tu viens de nous présenter définit comment, avec cette matière, justement, nous pouvons créer un environnement optimal pour les collaborateurs, bien sûr, les équipes et permettre, par voie de conséquence, une meilleure performance de l'entreprise. Donc, merci beaucoup de cette présentation. J'espère ne pas avoir pris tes mots de conclusion. Je vais te laisser peut-être… la parole pour conclure avant de donner aussi… Non, c'était trop beau ce que tu as dit. Je voudrais en rester là. C'était très bien. Merci beaucoup. Alors, de même de mon côté. De même de ton côté, Mahmoud, quelques remerciements aussi. Donc, vous voyez effectivement à l'écran les contacts. Philippe, je vais juste revenir quelques instants. Tu as évoqué tout à l'heure un témoignage, le témoignage du CFA Descartes, qui se trouve en Île-de-France et qui est en effet un exemple extrêmement concret et complet de tout ce que vous venez d'entendre. Donc, là encore, vous aurez prochainement le lien. N'hésitez pas à écouter ces témoignages enrichissants. N'hésitez pas également
à nous faire des retours, puisque c'est à l'écoute de vos observations notamment et les sollicitations que vous pouvez faire. C'est ainsi que l'on a mis en place ce deuxième webinaire. Deuxième, eh bien, annonce effectivement un troisième webinaire. Alors justement, Philippe, je suppose que le thème n'est peut-être pas tout à fait calé puisque tu te sers à chaque fois de l'expérience précédente. Est-ce que d'ores et déjà, tu as une orientation, une idée quand même du thème? Oui, oui, bien sûr, une orientation, mais elle sera nourrie, effectivement, comme tu viens de le dire, des retours que nous allons avoir de ce deuxième webinaire. Mais simplement, je pense que nous allons, voilà, il y a une reprise, normalement, il y a une reprise de l'activité dans tous les pays du monde, normalement. Et donc, forcément, il y a le problème des plans sociaux qui va se poser, il y a le problème du climat social, il y a le problème du recrutement à nouveau ou même de la mobilité interne. Et puis, je crois que le vecteur majeur de tout cela, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse nous arriver, c'est d'être capable de faire du management authentique. Et donc, voilà toute une série de pistes sur lesquelles nous investiguons pour faire ce prochain webinaire juste dans quelques semaines, pas trop longtemps. Mais en tous les cas, nous attendrons le retour de nos participants pour pouvoir nous prononcer. Là encore, merci beaucoup Philippe, effectivement, et puis nous présenterons la date très prochainement. Nous avons vos coordonnées, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Un immense merci Philippe Gombaud, également Mahmoud Cherkaoui. Merci Virginie. À vous tous d'avoir été présents, comme nous l'avons dit en introduction, aussi bien en France que dans les pays d'Afrique. Et puis bien, comme j'aime le faire, Philippe, tu le sais, c'est clore cette séance avec une citation. Et pour finir, ça sera une citation de Steve Jobs qui nous dit « Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, c'est le travail de toute une équipe. » Merci à tous de votre attention et à très bientôt. Merci à tous. Merci. À très vite. À très Au revoir. bientôt. À très vite.